Bonjour Louis-Jacques Filion. Vous avez dirigé la chaire d'entrepreneuriat Rogers-Bombardier de 1995 jusqu'à votre retraite en 2016. Et donc, de façon avant-gardiste, vous avez montré le rôle crucial de la vision en PME et en entrepreneuriat. Ma première question est donc la suivante. Les choses ont-elles changé par rapport à ce que vous écriviez en début de carrière sur le sujet? Merci Véronique pour l'invitation. Et moi, je suis un conteur d'histoire aussi. Alors, je vous raconte une petite histoire pour répondre vraiment à votre question. Je me suis intéressé beaucoup à la façon de penser des entrepreneurs parce que mon père était comptable. Il avait un bureau de comptable avec plusieurs comptables et il recevait à la maison ses clients qui étaient des PMistes, des dirigeants de PME, des petites et moyennes entreprises. Et souvent, ces gens-là mangeaient avec nous et ça m'intéressait beaucoup de voir ce qu'ils disaient. Et comparativement aux autres clients professionnels, gens de métier et autres, ce qui m'avait frappé quand j'étais très jeune, 13, 14, 15 ans, c'est que ces entrepreneurs, ces dirigeants de PME étaient très préoccupés par l'environnement et pour anticiper ce qui allait arriver dans les marchés et pouvoir s'ajuster et devancer ces changements dans les marchés. Donc, je me suis toujours intéressé, depuis que je suis très jeune, au mode de pensée des dirigeants de PME et des entrepreneurs. Et lorsqu'est venu le temps de faire un doctorat, j'ai cherché une université où je pouvais travailler là-dessus. Et la seule université que j'ai trouvée, c'était à Lancaster, dans le nord de l'Angleterre, une petite et nouvelle université qui avait créé un département en Systems Thinking. Donc, j'ai fait un doctorat en pensée systémique appliquée à l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui a changé? Bien, tout a changé. Parce que, premièrement, j'ai identifié que j'ai été dans plusieurs pays où il y avait des concours annuels pour sélectionner les meilleurs entrepreneurs. Donc, j'ai été en Suède, en Finlande, en Écosse, en Suisse, et j'ai fait beaucoup d'entrevues avec les entrepreneurs finalistes et les entrepreneurs de l'année, et j'avais trouvé très clairement qu'ils avaient une pensée projective très articulée au sujet de ce qu'ils voulaient réaliser. Mais c'était très créatif, ce n'était pas gelé dans le béton. Alors, j'ai développé ces modèles sur la pensée projective et visionniste et visionnaire. Et là, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le terme de vision, lorsque je l'ai suggéré dans ma thèse de doctorat et en littérature dans les années 80, était très mal vu parce qu'on me disait toujours, est-ce que tu as étudié dans les sciences religieuses? Est-ce que, parce que le concept existait pratiquement seulement dans les sciences religieuses. Puis, graduellement, le concept s'est intégré, mais maintenant, lorsque les gens, dans le monde francophone, lorsque les gens ont commencé à utiliser le terme vision, c'est un mot de statut dans les années 2000. Et je dirais, dans la dernière décennie, les gens l'utilisent davantage. Ils disent ma vision de la société, ma vision de l'éducation, ça veut dire ma façon de voir. Alors que dans le monde anglophone, le terme vision est carrément associé à l'entrepreneur. Les entrepreneurs l'utilisent pour parler de ce qu'ils veulent réaliser. Alors, moi, en passant, c'est très important quand on fait de la recherche de choisir ces mots. Moi, je n'ai jamais utilisé, je n'utilise jamais le mot vision lorsque je fais une entrevue. C'est toujours des mots très précis pour questionner l'entrepreneur. Qu'est-ce que vous désirez accomplir? Où est-ce que vous voulez aller avec votre organisation? Alors, cela m'a amené, en fait, à travailler sur un grand nombre de sujets, mais un des éléments majeurs qui s'est développé dans les dernières décennies, c'est vraiment l'internationalisation des PME. Et la vision est très reliée au système relationnel interne et externe de l'entrepreneur. Et là, on est passé dans les 2 dernières décennies à la globalisation. Il y a une internationalisation très forte et on voit que la façon dont l'entrepreneur définit sa vision est plus complexe et plus globale aussi et tient compte d'un beaucoup plus grand nombre de facteurs aujourd'hui que ce qui était le cas à l'époque.
Mais j'ai travaillé sur une quinzaine d'autres sujets dont je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Et je vais revenir avec un livre sur la vision, ce qui va toucher la vision. Puis en fait, un des livres qui va paraître en 2023 est une nouvelle édition de mon livre qui est un classique, Vision et relations, clés du succès de l'entrepreneur. C'était publié en 1991, mais merci COVID, parce que j'ai arrêté de faire des conférences et des cours un peu partout dans le monde et j'ai écouté mon éditeur qui me rappelait depuis beaucoup d'années qu'il voulait le refaire parce que le livre est un best-seller qui est devenu un long-seller au Québec, encore beaucoup utilisé. Alors, j'ai refait le livre, il va y avoir une nouvelle édition en 2023 qui s'appelle Vision, relations et imagination, mais c'est plus global. C'est plus global, mais la façon de présenter le mode de pensée demeure essentiellement le même. Mais si vous regardez les titres de mes livres, j'ai travaillé sur beaucoup de sujets et de concepts connexes, comme sur l'agilité, sur beaucoup de concepts connexes à la vision au cours des dernières décennies. Alors justement, concernant vos ouvrages, vous avez écrit de nombreux ouvrages, plus d'une vingtaine. On les verra apparaître à la fin de la vidéo, en tout cas quelques-uns. Et comme vous venez de le dire, je crois savoir que vous avez d'autres livres en préparation que celui dont vous parlez. Quels sont les différents thèmes, brièvement, hein, sans trop révéler, mais quels sont les différents thèmes que vous allez aborder dans ces livres? Alors, j'ai mentionné la vision qui va être refait et je suis très, très intéressé par les équipes entrepreneuriales parce qu'aujourd'hui, excusez, nous avons 80% des entreprises sont créées par des équipes et ça veut dire que l'entrepreneur est toujours l'innovateur, le créateur d'un produit ou d'un service, mais il s'entoure de facilitateurs qui développent des innovations de processus, chacun dans leur domaine, en finance, en marketing, en technologie, en international et autres. Donc, un de mes prochains livres qui va paraître en 2023 s'appelle Agents of Innovation. Le livre est en anglais, mais je vais faire une version en anglais l'année suivante. Et ce livre-là est particulier en ce sens qu'il présente des histoires de vie aussi, des cas. Entre autres, il y a un cas sur Coco Chanel, qui a jamais eu de. On a travaillé plusieurs années parce qu'il y a beaucoup d'éléments contradictoires dans les biographies qui ont été écrites sur elle. Alors, je ne vous raconterai pas tout ce qu'il y a dans ce livre-là, mais l'idée, c'est que je pense qu'on est rendu à un point où on devrait élargir le champ de l'entrepreneuriat. Pas seulement parler de l'entrepreneur, mais parler des facilitateurs qui entourent les entrepreneurs et de leur système et comment ça se connecte avec ce que fait l'entrepreneur. Et aussi, le livre a une section entrepreneur, facilitateur et intrapreneur. Et le livre a ceci de particulier que ce sont des cas très costauds. Il y a 6 cas, 2 cas d'entrepreneurs, puis des gens très fameux. Et la deuxième partie est beaucoup plus courte et il n'y a pas de théorie dans le livre. C'est simplement une explication de ce qu'est l'entrepreneur, quelques pages, une explication de ce qu'est un facilitateur ou une facilitatrice et ce qu'est un entrepreneur ou une entrepreneur. Et ensuite, il y a des questions qui sont posées, une section où il y a beaucoup de questions parce que le livre est fait aussi pour être utilisé dans des facultés autres que gestion. Parce qu'aujourd'hui, les gens en droit, en communication, en éducation, dans technologie me demandent, as-tu un livre pour nos étudiants qu'on pourrait utiliser qui n'est pas pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, mais ceux qui vont travailler avec des entrepreneurs. Donc, c'est les exercices. Les étudiants, ils ne veulent plus lire de grands textes de théorie. Donc, j'ai arrêté d'écrire ça. Je fais un livre qui est complètement différent. L'étudiant a des questions, puis il doit aller sur le web, il doit rechercher comment il va répondre aux questions. Et le livre n'est pas un livre pour transférer des connaissances, mais un livre pour apprendre à réfléchir. Donc, c'est très différent, Agent of Innovation, des autres livres que j'ai faits. Ensuite, j'ai un livre sur lequel, merci COVID encore, j'avais depuis 15 ans beaucoup d'entrevues et de rencontres avec les acteurs du Cirque du Soleil. Alors, c'est des gens fascinants que j'ai invités souvent à HEC Montréal dans mes cours
Et c'était des amuseurs de rue. Ils faisaient des fêtes foraines dans les rues l'été et c'était ils marchaient sur des échasses, ils décoraient les gens pour se maquiller. C'était des amuseurs de rue, puis ils ont décidé de commencer à faire ça dans des chapiteaux et ils ont révolutionné complètement l'industrie du cirque. C'est le premier grand cirque qui n'a pas d'animaux. Les acrobates sont des acteurs ils ont introduit les acrobates à devenir un peu plus artistiques. Alors, ils ont créé une multinationale du divertissement. Alors, mais il y a rien qui est écrit sur leur histoire, parce que c'est des gens très réservés et c'est des gens aussi qui vivent dans 2, 3 pays, passent quelques mois par année à Montréal, mais ils vivent, Guy Laliberté a une maison à Hawaï, il y en a qui ont des maisons partout dans le monde. Alors, ce n'est pas facile d'avoir accès avec eux, mais ça faisait 15 ans que je les côtoyais. Et là, j'ai fait les entrevues pendant les périodes où ils sont ici, beaucoup d'entrevues, beaucoup de discussions avec eux. Et le livre va sortir au mois d'avril, Le cycle du soleil, comment des amuseurs de rue ont créé une multinationale de divertissement. Puis à la fin, il y a une section sur des réflexions, alors des réflexions sur ce qu'ils ont fait et je questionne aussi des livres d'interprétation qui ont été faits sur ce qu'ils ont fait. Alors, c'est vraiment unique comme information parce qu'on découvre comment ils se sont arrimés entre eux. Comment chacun, ils sont devenus milliardaires, ces gens-là, et comment, avec cette évolution-là, ils ont réussi à maintenir leur lien de cohérence, d'amitié et de travail ensemble. D'ailleurs, un d'entre eux m'a dit, c'est facile à comprendre parce que tu remarqueras qu'on est tous des vierges, on est tous nés dans la même période du mois de septembre, on est tous des vierges et on a une certaine pureté dans les relations entre nous. C'est assez surprenant quand on regarde le type de vie qu'ils ont mené. Mais c'est très intéressant. Et alors là, j'ai ces 3 livres-là qui vont sortir dans les prochains mois. Vision, relation et imagination, et l'histoire du cycle du soleil et Agent of Innovation. Et je prépare d'autres livres pour les années à venir. Entre autres, j'ai un premier manuscrit que j'ai fait sur l'intelligence entrepreneuriale, mais c'est un livre que j'ai besoin de retravailler. Ça va me prendre, parce que j'ai beaucoup aussi de marron au feu sur toutes sortes de sujets. Et c'est un livre qui va être controversé parce que je vais je vais suggérer d'autres modes d'organiser les systèmes d'éducation parce que nos systèmes d'éducation ont été conçus à l'époque de la révolution industrielle pour amener les gens à lire, à écrire et lire, écrire et se conformer essentiellement. Et aujourd'hui, on est complètement dans un autre monde et le livre suggère que la structure cognitive de l'entrepreneur et des gens créatifs et des gens qui vivent dans notre société aujourd'hui et a besoin de structures mentales un peu différentes. Et on le voit parce qu'ayant étudié les structures cognitives des entrepreneurs, c'est incroyable le nombre d'entrepreneurs qui ont été des drop-outs, qui ont laissé, c'est le cas au Cirque du Soleil, ils ont pratiquement tous laissé l'école après les études secondaires. Et les modes de développement cognitif des entrepreneurs, c'est beaucoup fait par eux-mêmes et autrement que ce que offre le système scolaire. Merci, en tout cas, merci pour toutes ces belles lectures à venir. Enfin, une dernière question très rapidement. Si vous aviez 1 ou 2 conseils à formuler à nos jeunes chercheurs qui travaillent sur l'entrepreneuriat, quels seraient ces conseils? Le premier, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneur est quelqu'un qui travaille en réseau. Il a son réseau interne de facilitateurs, mais il travaille avec des réseaux externes de facilitateurs. Je l'ai mentionné, mais j'insiste là-dessus, plus de 80% des entreprises sont créées par des équipes. Il faut voir comment on a beaucoup travaillé sur l'entrepreneur comme concepteur, comme visionnaire. Aujourd'hui, il faut travailler sur l'entrepreneur en tant que communicateur. Comment ils observent, comment ils écoutent, comment ils s'expriment. Ça, c'est la première chose. La deuxième,
c'est l'internationalisation. Les entreprises sont globales, je l'ai mentionné, puis j'insiste là-dessus. Ça, c'est majeur, la globalisation. Et il y a beaucoup de segments. Moi, j'ai travaillé sur les femmes entrepreneurs et il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, sur les jeunes entrepreneurs, sur les entrepreneurs âgés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à la retraite qui créent des entreprises. Alors, le conseil, c'est de travailler non seulement sur le quantitatif, mais aussi sur le qualitatif, parce que l'intérêt et la motivation d'un chercheur va être relié à sa capacité à faire des entrevues et de la recherche qualitative. Et surtout, quand on fait de la recherche qualitative, des bonnes entrevues, laisser aller l'entrepreneur lorsqu'il aborde des catégories qui ne conviennent pas aux nôtres, parce que c'est là où on peut explorer. Il n'y a rien comme les entrevues pour explorer les nouveaux champs à partir desquels on va pouvoir aller plus loin. Et l'entrevue, pour moi, demeure le principal, c'est l'instrument majeur dans la boîte à outils du chercheur. Et savoir aller loin dans l'entrevue, savoir creuser, savoir poser des questions de toute nature. Et moi, j'aime ça quand l'entrepreneur me dit, je lui dis, qu'est-ce qui est particulier dans votre vie? Puis quand l'entrepreneur me dit, ferme ton enregistreuse, là, et je vais te parler comme cet entrepreneur, grand entrepreneur britannique, qui me dit un jour, ferme ton enregistreuse, parce que je ne peux pas dire ça à personne, mais moi, ma créativité, je lui demandais une question, qu'est-ce qui vous rend créatif? Ferme ton enregistreuse. Il me dit, c'est quand je suis avec ma maîtresse autour de la piscine ou en vacances, c'est là où me viennent toutes mes idées pour créer des nouvelles entreprises. Alors, il faut les laisser aller, fermer l'enregistreuse, puis les écouter quand ils vont te dire toutes sortes d'éléments qui vont te permettre de creuser. Alors moi, je lui demande, qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre maîtresse? Il me dit, c'est une artiste. C'est la seule personne qui est artiste dans tout mon réseau. Et puis, elle ne pense pas comme personne d'autre que je connais. Donc, moi, ce n'est pas le fait d'avoir la relation particulière avec la maîtresse, c'est où sont les relations qui nourrissent ta créativité, ton imagination, puis essayer toujours dans les entrevues de les chercher. Parce que ce qui fait que l'entrepreneur innove, c'est qu'il fait quelque chose de différent et il faut essayer de le trouver de façon non conventionnelle. Et je trouve qu'en France, on est trop normé. Et c'est normal parce que si j'ai des étudiants et je leur demande d'aller sur le terrain pour étudier des entrepreneurs, je vais leur donner un questionnaire puis je vais leur demander de le suivre. Mais si j'ai un chercheur qui a fait son doctorat, là, je lui dis, fais ça autrement parce que là, tu n'es plus au niveau de l'étudiant, tu es au niveau de l'entretien, de l'entrevue ouverte. Et très souvent, si je me souviens à Montpellier, j'avais fait une entrevue avec un entrepreneur qui a développé des technologies marines que la NASA utilisait. Et c'est incroyable, il avait développé ça en parlant avec des gens qui faisaient de la plongée sous-marine à Montpellier. Et il faut sortir du cadre habituel, puis les laisser parler sur les choses qui les passionnent. Et c'est là qu'on va loin dans l'apprentissage de notre recherche et des éléments qui vont nourrir nos recherches quantitatives par la suite. Véronique, grand merci. Très Merci. apprécié. Oui, merci Louis-Jacques Fillon pour cette entrevue. Puis nos collègues là, en entrepreneuriat, il faut leur dire, c'est eux qui nourrissent les poumons de la société. Alors, on a besoin d'eux. Et c'est bon, votre série-là, parce que ça nous donne des idées sur nos propres recherches. J'en ai écouté quelques-unes et je trouve ça très intéressant. Merci.